Bonjour à tous. Si on m'entend bien. Alors, je souhaitais partager aujourd'hui avec vous quelques réflexions sur la place de la douleur dans la vie avec un diabète de type 1. L'intitulé de ma présentation dans le programme est « Vivre avec un DT1 ». Et la question de la douleur est un des aspects de la vie avec un DT1, même si ce n'est pas celui dont on parle le plus. Ce sujet de la douleur revient quand même très souvent dans mes consultations que je fais auprès des parents à l'AJD, qui me racontent certains moments difficiles, voire des crises au moment des injections ou au moment des changements de cathéter. La douleur exprimée par leurs enfants devient alors une situation très douloureuse pour les parents également et les confronte à la difficulté au quotidien de ce que c'est vivre avec un diabète. Le diabète de type 1 est souvent décrit comme une maladie invisible et non douloureuse. Cet énoncé montre d'emblée l'équivoque du mot douleur, qui ne différencie pas son expression corporelle et son expression psychique. Le mot désigne à la fois ce qui peut être une souffrance psychique, la douleur morale, et la douleur ou la souffrance physique. Selon la définition officielle de l'Association internationale pour l'étude de la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Cette définition a le mérite de mettre en concordance les deux composantes de la douleur et met l'accent sur le fait qu'il s'agit d'un vécu tout à fait subjectif. Ainsi, c'est parce que la douleur est avant tout une expérience subjective qu'elle exige une approche globale. Le problème principal de l'expérience de la douleur, c'est quand elle n'est pas prise en compte par l'autre, et donc pas interprétée comme une expérience subjective. C'est en effet très souvent difficile de se mettre à la place de celui qui souffre, de celui qui a mal, car cela peut confronter à un sentiment d'impuissance. La douleur de l'autre est difficilement pensable. La douleur peut alors se transformer en détresse. L'écueil principal face à la détresse de l'autre serait la mise en avant de plusieurs types d'arguments pour éviter d'aborder une réflexion sur la douleur et sur sa prise en charge. Le déni peut alors être massif, le problème n'existe pas, en formulant des phrases comme « ce n'est pas vraiment de la douleur, c'est de la peur, de l'anxiété, de la nervosité, de l'agitation, etc. » La douleur exige d'être entendue. Reconnaître cette subjectivité dans l'expression de la douleur garantit déjà une reconnaissance plus large de la subjectivité de l'enfant en tant que tel. Écouter la douleur, c'est aussi écouter la parole de l'enfant, son vécu propre. Cette reconnaissance est capitale dans le cheminement d'appropriation d'une maladie chronique, comme le diabète de type 1. Au-delà de l'effraction douloureuse de l'annonce de la maladie, le diabète est avant tout douloureux du fait de son traitement pluriquotidien. Un grand chemin a été parcouru depuis les premières injections d'insuline au moment de la découverte du diabète de type 1 il y a 100 ans. Mais aujourd'hui encore, l'administration de l'insuline se fait de manière invasive par injection sous-cutanée. Des progrès considérables ont été faits sur les préparations de l'insuline elle-même et aussi au niveau des dispositifs d'injection qui rendent les injections plus confortables, moins douloureuses. Mais en dépit des progrès, l'injection d'insuline reste un geste technique complexe qui peut être ressenti comme douloureux. Il y a aussi la dimension psychologique de se faire une piqûre ou de subir une piqûre. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'on parle d'injection et non de piqûre au moment de l'annonce du traitement. Personne n'aime les piqûres. Pour un enfant, mais aussi pour beaucoup d'adultes, le mot piqûre est inexorablement associé au mot douleur, ou au moins au mot aïe ou bobo. La réalité du diabète demeure cette effraction pluriquotidienne de la peau par des piqûres, que ce soit par les injections au stylo, les glycémies capillaires, mais aussi la pose des capteurs ou des cathéters de pompe. Faire face au diagnostic du diabète de type 1, c'est avant tout faire avec le fait que l'on ne va pas pouvoir se soustraire à son traitement invasif et à la douleur particulière que chacun peut y associer. C'est en effet au moment des injections que les plaintes des enfants ou des adolescents ayant un diabète de type 1 peuvent apparaître. C'est au moment de l'effraction dans le corps, dans la peau, que le diabète peut provoquer une effraction douloureuse et pousser à la plainte. La douleur pousse à la plainte, mais il est possible aussi de penser que la nécessité de la plainte pousse à la douleur. L'enfant qui se plaint de la douleur de l'injection
se plaint souvent plus largement, sans pouvoir l'exprimer, de la douleur d'avoir un diabète. Par l'expression de la douleur du geste, il peut aborder sa souffrance, sa peine d'avoir cette maladie. L'expression de la douleur peut ainsi être considérée comme une tentative de réappropriation de son corps. En d'autres termes, pour parvenir petit à petit à s'approprier ce nouveau vécu du corps, il faut parfois pouvoir s'en plaindre, c'est-à-dire mettre des mots sur son ressenti. La fonction de la douleur, ou son expression, peut en effet être de se protéger contre une douleur morale plus forte encore. Un jour, une maman m'a dit cette phrase « Le diabète, c'est un gros bobo », en parlant de son fils de 8 ans qui se plaignait beaucoup de la douleur des piqûres. Cette phrase en rappelle une autre « Allô, maman bobo », et met l'accent sur la dimension intersubjective de la douleur, c'est-à-dire qui concerne la relation entre deux personnes. La douleur est en effet toujours adressée à l'autre, et l'intersubjectif est aussi important que l'intrasubjectif, c'est-à-dire ce que l'on ressent. C'est dans cette ouverture à l'autre, à autrui, qu'elle cherche à trouver un sens. Exprimer une plainte, « Allô, maman bobo », c'est chercher une instance protectrice. C'est le rôle et la place primordiale de la consolation. L'enfant n'a pas mal seul. Le contexte dans lequel il évolue est aussi primordial dans la régulation de son expérience douloureuse. L'adulte, le plus souvent le parent, décode ou entend la manifestation de la douleur ou la plainte et y réagit. Cela peut parfois entraîner une grande détresse chez le parent qui répondra par ce comportement protecteur, la consolation. La fonction de la consolation est très importante. Elle permet de qualifier la sensation douloureuse. Certaines douleurs seront plus apaisées, d'autres toujours redoutées, mais dans la complicité avec un adulte secourable. Petit à petit, la consolation permet et accompagne le processus d'appropriation de la maladie et de son traitement en permettant à l'enfant d'acquérir une aptitude à la consolation, la consolabilité et surtout la possibilité d'autoconsolation, c'est-à-dire la faculté de se réparer soi-même. Ça me fait penser à l'image de la fusée qu'on a entendue ce matin dans le film de Vanessa, où la maman disait que c'est comme de préparer un astronaute à devoir savoir tout réparer dans la fusée. Là, c'est un petit peu la même chose, apprendre à se réparer soi-même. C'est le paradoxe de la douleur, expérience subjective et intime, mais expérience qui demande à être partagée ou au moins comprise pour être traitée. Ainsi, je reprends une phrase de Françoise Dolto, « L'entourage le plus secourable est celui qui développe au maximum une ambiance dans laquelle on a le droit de s'exprimer librement, même si l'expression doit être une expression de souffrance physique, affective ou morale. Si l'expression de la douleur est subjective, son ressenti est pourtant bien réel. L'intensité de la plainte n'est pas fonction de la gravité de l'atteinte douloureuse, mais peut être fonction de la détresse ressentie ou de la gravité comprise. Ainsi, il peut toujours être intéressant de donner à l'expression de la douleur une valeur de signe, un signe qui ne s'interprète pas, mais qui avertit l'autre. La douleur de l'enfant a longtemps été mésestimée, déniée et même contestée. Avant des recherches pionnières en 1987 en France, l'enseignement aux professionnels laissait croire que le nouveau-né, le bébé et l'enfant ne ressentaient pas la douleur en raison d'une immaturité neuronale. Des recherches plus récentes ont prouvé que le système de perception de la douleur se met progressivement en place au cours du 2e trimestre de la grossesse, alors que les systèmes inhibiteurs de la douleur se développent très lentement au cours de la première année. Pour résumer, l'enfant perçoit et donc ressent la douleur bien avant de pouvoir la réguler. Comprendre la manifestation de douleur chez l'enfant nécessite également la connaissance des étapes du développement cognitif, affectif et social de l'enfant et de l'adolescent. Chez l'enfant, son niveau de compréhension module sa gestion, son ajustement face à la maladie, face aux événements douloureux qu'il peut traverser. Cela peut l'empêcher de comprendre ce qu'il ressent au moment où il le vit. L'enfant peut par exemple ressentir la douleur provoquée par une injection comme une agression de son corps. Petit, ce sont des comportements physiques et émotionnels, des cris, des pleurs, la prostration, le refus, qui manifestent la douleur.
Mais au fur et à mesure des acquisitions, avec le langage notamment, l'enfant apprend à verbaliser, à mettre en lien, à comprendre. Piaget est un des psychologues les plus connus en France grâce à ses travaux remarquables sur l'enfance et surtout sur le développement de l'intelligence chez l'enfant. Selon lui, les enfants passent par différents stades spécifiques à leur intellect et leur capacité de percevoir le monde qui les entoure. Ces différents stades du développement infantile sont les mêmes pour tous les enfants, quelle que soit leur origine ou leur culture. Seul l'âge du passage de chaque stade peut parfois varier d'un enfant à un autre. Les travaux de Jean Piaget en psychologie de l'enfant distinguent ainsi 4 stades dans le développement de la pensée. Je ne vais pas tous les détailler ici, mais juste vous les présenter brièvement pour pouvoir ensuite les mettre en rapport avec la gestion de la douleur. Le premier stade est celui de l'intelligence sensorimotrice qui précède le langage. L'obtention des connaissances se fait par l'interaction physique avec l'environnement immédiat. L'enfant acquiert petit à petit notamment la notion de permanence de l'objet, c'est-à-dire que les choses continuent à exister même quand on ne les voit pas. Le deuxième stade est le stade de l'intelligence préopératoire et de l'accès au langage. L'enfant est alors capable d'opérer des rapprochements logiques entre certaines informations, mais il lui est encore difficile de manipuler des concepts abstraits. L'enfant est encore égocentrique et la pensée magique est encore très forte. Au stade des opérations concrètes, le troisième, l'enfant est capable de conceptualiser, de créer des raisonnements logiques, mais encore directement liés à du concret. À partir de 12 ans environ, au stade de l'intelligence formelle, l'enfant acquiert la capacité d'utiliser la logique pour parvenir à des conclusions abstraites. Il acquiert la capacité d'analyse. Si on essaye d'intégrer la perception et la gestion de la douleur en fonction de l'âge et du stade de développement cognitif de l'enfant, on peut voir par exemple dans ce tableau que lors du premier stade, de 0 à 2 ans, apparaît progressivement la peur de la situation douloureuse et que ce n'est que vers 18 mois que l'enfant commence à localiser la douleur. Il peut alors utiliser des stratégies non cognitives pour faire face à la douleur, demander à l'adulte de souffler sur son bobo par exemple. De 2 à 7 ans, l'enfant perçoit la maladie comme quelque chose d'extérieur et il tient quand même souvent l'autre comme responsable de sa douleur. Il lui est encore difficile de faire la distinction entre la cause et la conséquence de la douleur. C'est l'âge où la douleur peut disparaître par magie, par surprise ou par détournement d'attention. À partir de 7 ans, la maladie commence à être intériorisée et la douleur devient une expérience localisée sur le corps. Il a besoin d'explications sur la maladie et sur son traitement et peut commencer à apprendre des techniques pour gérer sa douleur. Vers 12 ans, la maladie et la douleur sont comprises de manière beaucoup plus sophistiquée et l'enfant peut alors faire face à certaines situations douloureuses, mais ne connaît pas toujours les stratégies pour le faire. Ainsi, nous voyons que l'enfant interprète les événements selon son stade de développement. Nous avons vu par exemple qu'entre 2 et 7 ans, stade préopératoire, l'enfant accède au langage. Il est capable d'opérer des rapprochements pour identifier des objets, mais il lui est encore difficile de manipuler des concepts abstraits. Il n'a pas encore acquis la capacité déductive. Ainsi, il ne parvient pas facilement à rapprocher mentalement, par exemple, l'objet aiguille de la catégorie soin, et cela peut aboutir à un refus de la piqûre. Au stade des opérations concrètes de Piaget, à partir de 7 ans, nous avons vu que l'enfant devient capable de conceptualiser, de créer des raisonnements logiques, encore directement liés au concret. L'enfant se découvre capable d'une certaine autonomie, ce qui peut parfois se manifester par le refus ou l'opposition aux adultes. Ainsi, il semble important de ne pas interpréter une agitation ou une appréhension d'une douleur comme un refus de soins, mais plutôt comme une interpellation, un message adressé à l'autre, une invitation au dialogue. Se focaliser sur l'agitation de l'enfant ou s'appuyer sur l'idée qu'il n'est pas raisonnable fait courir le risque de nier la réalité de l'expérience qu'il vit, ce qui revient à disqualifier sa réaction. Pour parvenir à aller vers l'enfant en détresse, aux prises avec la douleur, il est nécessaire de commencer par renoncer à vouloir à tout prix que l'enfant entre dans l'univers de la rationalité de l'adulte, ou encore de la rationalité médicale. C'est pour ton bien.
Il est évidemment absolument nécessaire de fournir des informations à l'enfant dans un langage approprié, mais cela ne peut pas se faire au moment du geste douloureux à accomplir. Au moment d'un geste invasif à accomplir, qui parfois s'accompagne d'une action de contention, des paroles rationnelles n'ont en effet aucune chance de se frayer un chemin jusqu'au raisonnement de l'enfant. Reconnaître les compétences de raisonnement en fonction de son âge, en ne considérant plus les particularités de l'enfant comme des manques de raison par exemple, mais comme des spécificités à explorer en dehors des préjugés de l'adulte, mais non, ça fait pas mal, rend possible l'émergence des compétences propres de l'enfant. Cette démarche demande de reconnaître et d'accueillir les émotions de l'enfant sans les disqualifier ni les minimiser. Pour conclure, comme je vous ai dit au début, la question de la douleur n'est sans doute pas l'aspect le plus important de la vie avec un diabète, mais il me semble qu'on n'en parle peut-être pas assez. Il me paraît en effet souvent intéressant d'interpréter l'expression de la douleur comme un signe révélateur du cheminement d'appropriation de la maladie, ou en tout cas un indicateur de celui-ci. Je vous remercie de votre attention.